L'asthme, en fait, c'est encore un faux problème. C'est-à-dire que moi, l'asthme, je le vois au quotidien au cabinet, et c'est un faux problème. C'est-à-dire qu'on va reprendre un petit peu ce que je vous ai dit mardi, mais actuellement, avec ce paradigme très, très symptomatologique, on se focalise systématiquement sur le symptôme, et donc par extension sur les maladies qu'on a, entre guillemets, inventées. Parce que tous les symptômes, quels qu'ils soient, ne sont que des manifestations de la santé du patient. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon qu'a trouvé l'organisme à ce moment-là de se défendre ou de corriger quelque chose qui ne va pas. Alors comment est-ce qu'on peut soutenir la personne dans cette crise? Eh bien, c'est-à-dire que, alors, une fois que la crise est là, quand la crise est là, il faut... Ah oui, alors là, c'est très difficile, parce que justement, au niveau de l'asthme, il y a vraiment une difficulté. Donc la spécificité de l'asthme, c'est qu'on a une diminution, une incapacité au niveau de l'expiration et non de l'inspiration. Il y a beaucoup d'asthmes qui sont complètement, qui sont des faux asthmatiques parce que c'est vraiment très spécifique. Et ça, la seule façon, moi, que je connais de traiter des crises d'asthme sans, je dirais, sans médicaments, c'est vraiment le travail, c'est-à-dire le travail qu'on a fait en amont sur le travail, en fait, du travail musculaire sur le diaphragme. C'est-à-dire apprendre à l'enfant ou à la personne asthmatique à respirer. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui nous semble complètement inné, alors que c'est très très difficile de respirer véritablement. Et l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs la ventilation et la combustion lors de la ventilation n'est pas complète, c'est justement parce que nous ne savons plus respirer correctement. Et ça, je pense que c'est un domaine qui est très très intéressant et qui devrait être complémentaire d'ailleurs du travail que fait Jérôme. C'est vraiment, la respiration, c'est quelque chose à part entière. Et d'ailleurs, je voulais rebondir parce que la dernière fois, quand tu as parlé de la digestion et de l'importance de mâcher, il y a un domaine là aussi qui est extrêmement sous-estimé dans le fait de manger, c'est la respiration. C'est-à-dire que lorsqu'on mange, très peu de gens pensent à respirer correctement. Et c'est la respiration qui permet en fait une combustion complète et d'améliorer la digestion. C'est-à-dire que vous avez une alimentation qui va être absorbée, qui va être retenue par l'organisme et transformée de façon beaucoup plus qualitative si vous avez une combustion complète. Donc, je sais que là, vous me demandez quelque chose par rapport au moment de la crise, mais c'est toujours, il faut toujours revenir à la prévention. C'est-à-dire qu'il faut toujours réfléchir les choses en amont. Lorsqu'il y a la crise, si on n'a rien fait avant, mais à part la solution, je dirais, recette miracle avec les médicaments, parce qu'un médicament, normalement, c'est juste une béquille pour le moment. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vous donne des béquilles pour toute votre vie. Donc pour quelqu'un qui a envie de marcher ou qui a envie de faire du sport, être avec une béquille toute sa vie, ça ne l'intéresse pas. Donc là, c'est un petit peu pareil. Donc dès que vous avez un problème, un symptôme, une pathologie que vous traitez de façon symptomatique avec un médicament, mais vous devez accepter après de vivre toute votre vie avec ça. Donc moi, je vous invite vraiment à réfléchir plus sur le fait de se focaliser sur le symptôme asthmatique plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière l'asthme. Et il y a beaucoup de choses mécaniquement qui s'expliquent et sur lesquelles on ne travaille pas, et les liens, notamment, je refais le pont, mais entre les vaccins et l'asthme, c'est quelque chose qui est très important et qui permet de comprendre comment le mécanisme physiologique de la respiration se met aussi en place. Est-ce que c'est le même phénomène? Parce qu'on n'a pas parlé par exemple, des bronchites chroniques évolutives, ouais. des PCO. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'on a une insuffisance ou, sur un autre organe qui pourrait se manifester par cet émonctoire? Moi, ça me semble évident. C'est-à-dire que le symptôme montre non pas que le corps ne fonctionne pas, justement qu'il fonctionne, mais qu'il a besoin de réparer, de restaurer quelque chose qui ne convient pas au bon fonctionnement. Donc il y a forcément quelque chose à aller voir. Donc on est toujours sur les mêmes principes. Donc après, on peut les nommer comme on veut. C'est-à-dire que et pour moi, je dirais que l'origine de toutes les maladies ou même des symptômes, au final, en fait, c'est toujours le même. Et tant qu'on se focalisera sur comment traiter cette maladie-là ou ce symptôme-là, on n'y arrivera pas. Tant qu'on ne cherchera pas à comprendre quels sont les principes qui permettent de présider à un bon état de santé, il n'y a que ça qui va permettre de faire fonctionner le corps. Comprenez? C'est-à-dire qu'après, vous pouvez donner autant de noms que vous voulez. Là, dans les années qui viennent, on va
il va y avoir l'apparition de nouvelles pathologies, mais je vous garantis qu'on va aussi en inventer de nouvelles. D'accord? Parce qu'au-delà du commerce qu'il y a derrière tout ça, parce que ce sont des noms que l'on donne, mais ce sont des noms qu'on donne à des symptômes. Et à partir du moment où vous nommez un symptôme, ça devient une maladie. Et à partir du moment où vous avez un nom, c'est-à-dire une maladie, ça veut dire que vous pouvez donner une recette, vous pouvez donner un remède derrière. Mais tout ça, ce sont des protocoles un petit peu sémantiques qu'il faut absolument, à mon avis, changer et ne plus s'intéresser en tant que tel à la maladie, mais aux principes, aux événements qui amènent à l'apparition de ces symptômes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi est-ce que le corps va être amené à développer ce genre de pathologie-là plutôt qu'une autre? Comment ça se fait? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'une personne, à un moment donné, va développer Parkinson plutôt qu'Alzheimer? D'accord? Et si on se pose ces questions-là, je peux vous dire qu'on pourra non seulement prévenir beaucoup mieux, on pourra traiter efficacement ces pathologies-là, alors qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est essayer de tamponner la seule façon qu'a l'organisme, en fait, de nous signifier qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, je sais que ça ne répond pas à votre question, mais c'est vraiment pour vous dire que quand on parle de diversion, la diversion sur les pathologies, c'est le fond de commerce. Ouais, enfin, après, le médecin, il va te prescrire des bronchodilatateurs, des choses comme ça. Mais c'est ce qui justifie le fait qu'il prescrive. C'est le fait de nommer quelque chose. À partir du moment où il donne un nom, il lui donne une existence, une légitimité. Donc voilà votre ennemi, c'est lui que vous devez combattre. Mais si tu ne comprends pas à chercher pourquoi est-ce que j'ai ça et non pas autre chose, c'est-à-dire à comprendre le sens du symptôme et à comprendre finalement que le symptôme, ben, il n'est pas là pour te rendre malade, mais il est là justement pour te sauver de quelque chose qui se passe, mais on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Et on ne fera que du commerce de la maladie et des symptômes des gens. Je me permets d'ajouter, concernant les deux questions, concernant l'asthme, j'abonde dans son sens, et quand je considère un cas d'asthme, moi je considère deux choses, c'est-à-dire un besoin légitime du corps d'expectorer, donc de faire sortir quelque chose qui l'encombre. Donc évidemment, s'il y a un besoin exceptionnel d'expectorer, c'est parce qu'en aval, le traitement n'a pas été accompli de manière adéquate, que les autres émonctoires n'ont pas été sollicités comme il fallait, en tout cas que cet émonctoire-là est sursollicité. Et deuxièmement, comme le faisait remarquer Pierre, vraiment, il y a une prédominance du système nerveux sympathique, c'est-à-dire une inspiration qui est présente et une expiration qui est complètement absente. Donc, dans cette expiration qui est complètement absente, il y a une espèce de phénomène d'emballement qui s'installe. Les personnes inspirent, inspirent, inspirent et n'expirent pas. Et j'ai pu expérimenter quand même avec une personne en crise, bien que le travail en amont soit juste et essentiel, j'ai pu expérimenter avec quelqu'un en crise. Alors, ce n'était pas une crise monstrueuse d'asthme, donc je demanderais à valider ça sur des énormes crises d'asthme, mais sur une petite crise d'asthme, finalement, être auprès de la personne, la tenir et la forcer d'une certaine manière dans l'expiration, hein, c'est-à-dire l'induire à expirer, à souffler, et donc forcer quelque part son système en parasympathicotomie, donc dans le système nerveux parasympathique, ça a permis de réguler le truc. Mais il y a toujours cette espèce de côté, quoi, tu vois, je veux dire, il y a un besoin légitime des poumons d'expectorer. Et dans la bronchite chronique obstructive, il y a une inflammation des bronches qui demande une expectoration chronique, mais s'il y a chronicité, c'est qu'il y a chronicité de l'agression d'une certaine manière. Donc il y a en aval des organes de détoxification, d'élimination qui ne font pas leur œuvre, voire qu'il y a en aval une porte d'entrée dans l'organisme qui fait qu'il y a des substances anormales quelque part qui peuvent passer et que le système doit après éliminer. Donc c'est ça qui est chronique d'une certaine manière. Et là aussi avec les bronchites chroniques, il ne faut pas minimiser le fait que quand on parle de perméabilité intestinale, on a super focalisé sur la perméabilité intestinale, il peut y avoir de la perméabilité bronchique aussi. Donc des produits qui dans l'air serait anodin pour toute personne, c'est-à-dire toi tu respires une atmosphère dans laquelle il y a des fines particules, bon ben de temps en temps tu vas tousser pour les expectorer et puis tout va aller bien. L'autre lui par contre, comme il y a une perméabilité de la barrière bronchique, finalement il va commencer à les absorber jusqu'à ce que ça s'accumule, et quand c'est trop accumulé, d'un seul coup il y a une volonté de l'organisme de les expectorer. Donc ce qui est chronique, c'est l'entrée anormale de matière dans l'organisme et le besoin donc de les expectorer. Et globalement, de toute façon, enfin moi ce que j'ai vu, j'avais eu le cas d'une personne proche qui avait une BPCO, et on n'a rien fait de vraiment très spécifique. D'ailleurs c'est ça qui l'a un peu choqué, parce qu'il s'attendait à un traitement vraiment spécifique. On s'est contenté de vraiment soutenir son organisme, soutenir les organes d'élimination, soutenir le foie par exemple,
Et avec ça, d'un seul coup, ben, lui qui était sous bronchodilatateur permanent, quasiment permanent, depuis, il avait 47 ans, et depuis l'âge de 22 ans, quasiment, il n'avait pas passé une journée sans bronchodilatateur. Et en moins de 3 semaines, il s'est passé complètement de bronchodilatateur. Il a été un peu choqué, il ne s'y attendait pas. Quelques jours de jeûne aussi de ci, de là, ça permet vraiment une bonne élimination. Mais tout de suite, effectivement, lui me parlait de BPCO, il me disait il faut traiter les poumons et ainsi de suite. Et au début, il ne comprenait pas que je ne lui en parlais pas du tout. Je lui disais mais ça c'est juste le final, c'est la terminaison. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir pourquoi est-ce que ça aboutit à tout ça. Parce que ça, ce n'est que la conséquence de la conséquence de la conséquence. Et on est allé en aval pour essayer, bon, dans son mode de vie, son mode alimentaire aussi, pour calmer au niveau de certains produits qu'il n'arrivait pas encore à tolérer, en sachant que l'éviction de certains produits n'était pas une solution, mais était une béquille temporaire, et favoriser aussi le nettoyage des bronches, ça oui quand même, hein. Et avec ça, en 3 semaines à peu près, il s'est passé de bronchodilatateur, et depuis, maintenant ça va faire 2 ans, il n'en a pas repris. Il n'en a pas repris. Le problème aussi, c'est qu'avec les bronchodilatateurs, quelque part, on empêche le corps de faire sa belle œuvre. Donc quelque part, la crise suivante n'en est que plus certaine, d'une certaine manière. C'est une espèce de... On nous vend un mirage. C'est-à-dire qu'on nous vend un répit, mais qui a un prix à payer qui est d'autant plus lourd, c'est que tout ce qui n'est pas sorti à ce moment-là, bien, il sera encore plus lourd à sortir ensuite, parce que de toute façon, entre-temps, il y en a qui s'est accumulé, entre-temps, il n'y a pas eu de regard critique sur le mode de vie, donc de toute façon, la charge toxique sera encore plus importante, et puis... Et le phénomène, en fait, ne peut aller qu'en empirant. Je crois que c'est vraiment ce que j'apprécie aussi dans la démarche de Pierre, c'est de vraiment réaliser que les symptômes sont là. Si on les empêche, de toute façon, c'est un mouvement inné de la vie, on se bat contre la vie, on va les empêcher avec des solutions qui vont avoir un coût de plus en plus important, parce que c'est pas anodin de se battre contre un mécanisme vital, et que de toute façon, ce mécanisme vital va se rappeler à nous, chaque fois de façon plus importante. C'est surtout que les symptômes qui aujourd'hui sont considérés comme l'ennemi public numéro 1 dans la médecine, hein, c'est un peu les terroristes, ce sont nos meilleurs alliés. C'est-à-dire que sans eux, hein, lorsque j'avais fait, lors du précédent stage, on avait fait un petit cours de neurophysio sur les voies de la douleur. On avait expliqué donc, sur les patients qui ne ressentent pas de douleur et qui n'ont pas de symptômes. C'est invivable. C'est-à-dire que c'est notre garantie, c'est la seule possibilité, la seule chance que l'on a de vivre le plus longtemps possible, c'est que l'on puisse avoir des voyants, hein, comme dans votre voiture, qui nous signalent en temps réel à quel moment ça ne va pas. Et donc, quand on s'attaque avec les médicaments, avec les traitements aux symptômes, on ne fait qu'éteindre les voyants. Donc, quand vous êtes avec votre voiture, vous conduisez, on vous annonce que vous n'avez plus d'essence, mais le fait de prendre le médicament, c'est juste de mettre un autocollant sur le voyant, et on continue à rouler. Mais au bout d'un moment, la voiture, elle va s'arrêter quand même. Hein. Donc, il faut comprendre le sens du symptôme. Et à partir du moment où on a compris que c'était notre meilleur allié, c'est vraiment notre meilleur ami, on n'a pas intérêt de se le mettre à dos. Et c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on se bat contre lui. Se battre contre lui, c'est de se battre contre soi-même. Et c'est de là, à mon sens, que vient la plus grande dégénérescence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous battez contre vous-même, c'est-à-dire qu'on a un comportement actuellement qui est auto-immun. D'accord ? C'est-à-dire qu'on parle de maladie auto-immune, mais nous avons un comportement, par notre ignorance, justement de maltraitance. Nous nous maltraitons à ne pas être en accord et ne pas être en compréhension avec nos symptômes. Donc, c'est le monde dans lequel nous avons grandi, moi c'est le monde dans lequel j'ai été éduqué. C'est très difficile d'en sortir, c'est très difficile d'arriver à se retirer de ça, mais malheureusement c'est la seule issue. En tout cas moi c'est la seule issue que je vois. Donc c'est vraiment très très important d'essayer de comprendre le sens du symptôme et de ne pas seulement chercher à le traiter.